Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire pour vous présenter l'outil Polek dans sa dernière version. Nous espérons pouvoir rapidement vous rencontrer et vous revoir dans de meilleures conditions, des conditions plus conviviales. Je tiens à m'excuser pour les problèmes techniques de son lors du précédent webinaire, ils sont maintenant réglés. Cette vidéo sera de toute manière mise en ligne sur YouTube dans la foulée de ma présentation maintenant. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités de l'outil. Je ne vais pas donc m'attarder sur la méthodologie d'élaboration d'un plan d'action en elle-même. On en parlera lors de prochains ateliers qui seront organisés spécifiquement sur les différentes thématiques d'élaboration d'un plan d'action dans les prochains mois. Ce seront des ateliers dans lesquels on pourra également approfondir les fonctionnalités de l'outil. Sachez aussi qu'on prépare une série de tutoriels spécifiques à certaines fonctionnalités. On vous propose donc de considérer la présentation d'aujourd'hui comme une introduction à l'utilisation de l'outil. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le guide de l'utilisateur ou à transmettre vos questions à la cellule de coordination régionale de la Convention des maires via l'adresse qui se trouve ici, conventiondesmaires@spw.wallonie.be. Alors ceux d'entre vous qui utilisent déjà l'outil dans ces précédentes versions risquent d'entendre et voir des choses qu'ils connaissent déjà, certaines choses en tout cas. Les autres risquent parfois d'avoir quelques difficultés face à la complexité quand même de l'outil et aux nombreuses feuilles et fonctionnalités qui sont présentées. Mais après ma présentation, nous vous proposons de poser vos questions via la chatbox YouTube ou en envoyant un courriel à polek@aper.org. Nous tenterons de répondre directement dans la chatbox quand c'est possible, mais si les réponses étaient trop longues ou nécessitaient une réflexion de notre part, nous les inclurons dans une page de type foire aux questions qui compilera l'ensemble des questions posées pendant ce webinaire. Et les questions également que nous recevrons peut-être ultérieurement par mail. Alors nous vous enverrons le lien vers cette page de type foire aux questions dans les prochains jours par courriel. Je vais donc vous présenter l'outil à travers une petite démonstration de ses différentes fonctionnalités. Pour ceux qui sont déjà familiers avec l'outil, je tenterai de pointer les améliorations au gré des différentes feuilles. Alors ceux qui ont déjà commencé à utiliser cette nouvelle version de l'outil ont peut-être remarqué que certaines opérations donnent lieu à un temps de réponse, une latence assez importante de quelques secondes. C'est dû à l'ajout de certaines fonctionnalités, les dernières fonctionnalités que nous avons ajoutées en termes de lien entre action et indicateur de suivi. Si c'est handicapant pour vous, sachez que nous allons mettre à votre disposition une version plus légère de l'outil dans laquelle ces fonctionnalités ont été retirées. Alors, ce sont des fonctionnalités qui vous donnent plus d'informations, mais qui ne modifient pas le fonctionnement de l'outil ni les données qu'il génère. Et donc, vous pouvez avoir confiance en son utilisation sans problème. C'est d'ailleurs cette version que je vais utiliser ce matin pour assurer la fluidité de ma présentation. Je vais donc tenter de vous présenter l'outil et ses différentes fonctionnalités à travers une petite démonstration. Alors, à quoi sert l'outil Polek? C'est peut-être ça le point de départ. C'est quoi l'objectif de l'outil Polek? Pour ça, il faut repartir de à quoi s'engagent les communes quand elles adhèrent à la Convention des maires. Elles s'engagent à réduire de 40% les émissions sur leur territoire à l'horizon 2030 par rapport à une année de référence, à adapter leur territoire aux impacts du changement climatique et à permettre aux citoyens d'accéder à une énergie sûre, durable et abordable. Alors l'outil Polek développé ici vous permet principalement d'agir sur la dimension d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions. Il permet quand même de tenir en compte, de prendre en compte d'une certaine manière l'adaptation, mais sachez qu'il y a une démarche proposée par l'Agence wallonne de l'air et du climat. La démarche s'appelle Adapte ta commune avec des outils connexes qui permettent de travailler vraiment sur l'adaptation, l'évaluation des impacts du changement climatique sur le territoire et la mise en place d'actions d'adaptation. Nous verrons dans la présentation ici comment nous pouvons également inclure un peu cette adaptation dans le présent outil si certains le veulent. Alors, une chose importante, vous pouvez naviguer à travers l'outil, soit en utilisant de manière assez classique les onglets des différentes feuilles que je pointe ici. Vous voyez, ça c'est classique dans un fichier Excel.
soit en utilisant les volets de navigation que nous avons créés, soit à droite de la page ici, soit en haut de la page sur certaines autres pages. Et donc vous cliquez sur le lien et vous revenez ici par exemple à la page d'accueil, vous cliquez sur d'autres et vous accédez aux autres pages. Alors l'outil a été réorganisé et vous verrez que son layout a quand même pas mal changé pour ceux qui connaissaient déjà l'outil précédent, pour suivre vraiment la logique d'élaboration et de suivi d'un plan d'action énergie-climat. Et donc, on a regroupé les différentes feuilles par catégorie. La catégorie diagnostic qui vous permet surtout d'encoder les données de bilan énergétique de votre territoire, de votre patrimoine communal et de les analyser. Il y a ensuite le volet planification et suivi qui permet d'encoder les résultats de l'estimation du potentiel de production d'énergie renouvelable sur le territoire, la vision que la commune veut se définir et de chiffrer des objectifs sectoriels qui permettront d'atteindre les 40% de réduction des émissions. Pour enfin élaborer les fiches actions qui permettront d'atteindre ces objectifs. Alors il y a une série de feuilles de synthèse qui elles vont reprendre tout ce que vous avez encodé précédemment et vont les présenter de manière synthétique pour vous permettre de créer des rapports ou d'analyser la manière dont vous avez mis en place les différents objectifs et actions pour voir si ça colle en termes de planning, en termes de budget notamment. Au niveau du dernier volet, il s'agit d'un volet de rapportage qui permet de produire automatiquement les matrices de la Convention des maires qui vous permettront de remplir les formulaires sur le site de la Convention des maires. Et un rapport de suivi qui lui est plutôt destiné à être utilisé en interne pour un rapport au collège communal ou au conseil communal. Alors un élément important quand même que nous tenons à rappeler, c'est que même si nous l'avons un peu amélioré, le niveau de sécurisation de l'outil reste assez faible pour vous permettre en fait, ou permettre à ceux qui le désirent d'accéder à l'ensemble des formules, de pouvoir comprendre vraiment le fonctionnement de l'outil. Mais ce qui veut dire que l'on vous demande de ne pas insérer de colonnes, de ne pas insérer de lignes et de ne modifier ou de n'encoder des données que dans les cellules qui sont bleutées. Par exemple, si je prends la feuille bilan, données de bilan ici, vous encodez uniquement des données dans les cellules bleutées. Pas, s'il vous plaît, n'écrasez pas d'autres données, cela risque d'engendrer des problèmes de fonctionnement de l'outil. Alors, vous avez toujours accès via le lien ici à une feuille qui reprend l'ensemble des hypothèses et méthodologies utilisées dans l'outil. Les facteurs d'émission, le pouvoir calorifique des différents vecteurs, les facteurs d'émission pour l'électricité avec la description de la méthode de calcul qui est préconisée par la Convention des maires, les degrés jour utilisés pour normaliser les consommations, les indicateurs de suivi que nous avons prédéfinis avec leurs hypothèses en termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions. Je vais revenir à la page d'accueil pour commencer vraiment la petite démonstration. Alors, élaborer, on va commencer par la première partie qui est plutôt la partie d'élaboration du plan d'action. Pour cela, je vous invite, surtout les personnes qui n'ont jamais utilisé l'outil, à aller sur la page prise en main de l'outil, où vous avez les différentes étapes d'élaboration du plan d'action qui sont indiquées de manière successive, et si vous les suivez, normalement, tout devrait bien se passer. Pour cela, vous cliquez à chaque fois, après avoir découvert ou lu chaque étape, vous cliquez sur Go, qui vous envoie directement au bon endroit dans la bonne page. Je vais donc commencer en disant, on va commencer par élaborer le plan d'action en définissant ou en calculant un inventaire de référence des émissions. Pour cela, je dois encoder les données de consommation énergétique sur le territoire communal. Alors je commence par sélectionner ma commune dans le menu déroulant ici. Vous voyez que pour l'exercice aujourd'hui, j'ai créé une commune fictive.
et je vais cliquer ici sur importer les données de bilan communal. Que va faire cette fonction? Elle va aller chercher le fichier de bilan énergétique communal que vous avez reçu de la région wallonne. Si vous ne l'avez pas encore reçu, contactez la cellule de coordination de la Convention des maires à l'adresse que je vous avais indiquée ici, conventiondesmaires@spw.wallonie.be. Moi, j'ai téléchargé un fichier que j'ai modifié pour créer une commune fictive. Je vais donc aller dans mes téléchargements, chercher le bon fichier, c'est bilan énergie. Je fais ouvrir et vous voyez que automatiquement, voilà, les données de bilan énergétique de consommation d'énergie de 1990 à 2016 ont été encodées automatiquement dans l'outil. Je vous montre ça. Voilà. Très complet, mais certainement un peu indigeste. D'où l'utilité de l'outil ici pour dresser le bilan énergétique. Alors une fois que vous avez fait ça, vous devez sélectionner les différentes années de référence de contrôle de lancement et en cours. Alors l'année de référence ici est imposée en Wallonie dans le cadre de la Convention des maires. C'est l'année à partir de laquelle on commence à comptabiliser les émissions, et donc l'objectif de réduction des émissions de 40% à l'horizon 2030, c'est 40% par rapport aux émissions de 2006. Ça c'est imposé en Wallonie. Et puis il y a l'année de contrôle. L'année de contrôle, c'est l'année qui vous permet de tenir compte de l'évolution des émissions qui a déjà eu lieu entre 2006 et aujourd'hui, ou l'année la plus proche. On voit qu'actuellement, dans les données qui sont disponibles au niveau de la région wallonne, c'est l'année 2016 qui est la dernière année disponible. Donc moi, ici, je vais sélectionner année 2016. Alors, et donc il va aller utiliser ensuite dans le reste de l'outil les valeurs de l'année 2016 comme l'année de contrôle, la dernière année à laquelle on a des données disponibles. Ensuite, vous pouvez encoder l'année de lancement, c'est l'année à laquelle on lance le plan d'action. Nous sommes en 2020, imaginons que nous allons travailler pendant quelques mois sur l'élaboration du plan d'action. Nous espérons pouvoir lancer les premières actions aux alentours de 2021, début 2021. Et puis, au moment du suivi, il pourra être intéressant de dire à quel moment nous sommes. Par exemple, je réalise le suivi de mon plan d'action après quelques années, après 2 ans, conformément à ce que la Convention des maires me demande, et bien je note 2023 ici. Ce sera surtout intéressant d'utiliser ces valeurs-là au moment du planning, et vous verrez dans la feuille planning l'impact que ça a. Voilà, nous avons encodé les données de bilan territorial au niveau des consommations finales d'énergie. L'outil vous permet également d'encoder les données d'émissions de secteurs non énergétiques. Si votre commune, dans le cadre de son plan d'action, désire travailler sur la gestion de déchets ou le traitement des eaux usées ou d'autres secteurs non énergétiques, alors elle doit dans son bilan énergétique intégrer les données d'émissions liées à ces secteurs. Alors il n'y a pas de méthodologie qui est proposée à ce moment par la région dans le cadre de POLEC pour calculer ces émissions, mais si à travers un bureau d'études, à travers un rapport ou l'autre, vous avez ces données et que vous désirez travailler sur la gestion des déchets, le traitement des eaux usées ou tout autre secteur non énergétique, vous pouvez les encoder ici. Par contre, ce qui est indispensable, c'est d'encoder les données de consommation finale d'énergie pour le bilan patrimonial, pour les activités de la commune. Au niveau du chauffage, ici, vous voyez que vous pouvez encoder une liste de bâtiments et leur consommation en 2006 et en 2016. Ou vous pouvez, si vous avez déjà par exemple un fichier de comptabilité énergétique, simplement sortir de ce fichier de comptabilité énergétique le total de consommation par secteur, par vecteur, pardon. Vous voyez que ici, pour l'exercice, pour aller un peu plus vite, j'ai déjà encodé des consommations de diesel, enfin de mazout, de propane, butane et de gaz naturel. Vous pouvez aussi encoder des consommations électriques, encore une fois, soit en listant les bâtiments, soit en intégrant une consommation totale.
Ici on est hors chauffage, si c'est possible pour vous de différencier les deux. Il y a l'électricité d'autres équipements également, par exemple des coffrets de voirie, etc. On vous demande aussi d'encoder les données de consommation d'énergie de l'éclairage public et du matériel roulant. Une fois que ces données sont encodées, vous pouvez les analyser à travers deux rapports, deux feuilles, une qui présente les données de bilan patrimonial et l'autre qui présente les données de bilan territorial. Alors je vais aller ici sur bilan patrimonial. Vous voyez que l'ensemble des données que j'ai encodées sont reproduites ici de manière plus synthétique. Vous pouvez sélectionner deux types de bilans, soit le bilan réel, soit le bilan normalisé, qui vous permet de comparer une année à l'autre en effaçant les modifications climatiques, en effaçant l'influence du climat. Donc par exemple ici, si je sélectionne normaliser, vous voyez qu'une série de données sont modifiées suivant la méthode des degrés jours et une clé de répartition qui est définie dans l'onglet hypothèse et méthodologie. Et donc vous avez les cellules en rose qui sont modifiées. Sachez que la Convention des maires vous demande de présenter les données réelles, mais il est parfois intéressant de normaliser pour pouvoir voir l'ampleur réelle de ce qui a déjà été réalisé. Donc je mets en réel ici. Alors il y a plusieurs graphiques qui sont proposés, qui montrent à chaque fois la répartition des consommations par secteur ici et par vecteur là-bas sur 2006 et 2016, et l'évolution entre 2006 et 2016, qui se retrouve ici dans la légende. Vous voyez que cette commune a réduit sa consommation patrimoniale de 5% en 2016, et ce qui a engendré une réduction des émissions de 7%. Ça, c'était pour les données patrimoniales. Maintenant, je peux avoir accès aux mêmes données au niveau territorial. Je vais remettre ici à 0 pour vous montrer comment ça fonctionne. Désolé, c'est un petit oubli. Donc voilà, ici donc encore les données qui sont issues des données fournies par la région wallonne en termes de consommation finale d'énergie sur le territoire et qui sont converties ici également en émissions de CO2 et où on a également intégré les consommations patrimoniales pour que l'ensemble des consommations et le détail soient fournis sur cette feuille. Alors encore une fois, vous pouvez travailler en réel ou en normalisé. Sachez que si vous le modifiez ici, ça va également le modifier dans la feuille précédente, la feuille bilan patrimonial, et inversement. Alors, vous pouvez décider d'inclure oui ou non l'industrie dans le bilan, puisque la Convention des maires considère que l'industrie n'est pas un secteur clé de la démarche des communes, que seules les communes qui vraiment désirent travailler avec l'industrie dans le cadre de leur plan d'action doivent intégrer les données de consommation d'énergie finale de ce secteur dans leur bilan. Par exemple, ici, je vais estimer que la commune n'a pas l'intention de travailler avec le secteur industriel et donc retire les données de consommation de ce secteur de son bilan. Et voilà, on voit l'impact que ça a eu, ça les a effacés. De manière assez similaire, vous pouvez, une commune qui est traversée par une autoroute pourrait considérer que seule une partie du trafic de cette autoroute est imputable aux activités du territoire communal. On a des exemples de communes qui ont fait le choix de dire que seulement X%, suivant une méthode qu'elles ont définie, sachant qu'il n'y a pas de méthode que nous proposons ici, elles ont défini une méthode qui leur permet de dire que seulement autant de pourcents du trafic autoroutier sur leur territoire est imputable aux activités du territoire. Et donc, par exemple, je vais mettre 10% ici. Et vous voyez que ça impacte ici la consommation principalement de produits pétroliers. Donc voilà, on a les consommations, on a les émissions, on a la production d'énergie renouvelable sur le territoire et un petit module de calcul du facteur d'émission locale d'électricité qui utilise la méthode préconisée par la Convention des maires telle que définie dans les hypothèses et méthodologies de cet outil. Des graphiques assez similaires avec des
consommation, évolution de consommation par secteur et par vecteur, des évolutions d'émissions par secteur et par vecteur, comme pour le bilan patrimonial, et un petit graphique supplémentaire qui vous montre l'évolution de la couverture renouvelable, c'est-à-dire la part de l'énergie consommée sur le territoire qui est issue d'une production d'énergie renouvelable locale. On voit sur cette commune qu'on est passé de 2% en 2006 à 7% en 2016. Voilà donc pour les données de bilan. Nous allons passer maintenant au deuxième volet de l'outil, qui est le volet de planification et de préparation au suivi. Pour ça, j'ai 4 feuilles sur lesquelles je peux travailler. C'est le potentiel d'énergie renouvelable, la vision, les objectifs et les différentes actions. Je vais aller sur le potentiel énergie renouvelable. Vous voyez que j'ai déjà préencodé les résultats d'une estimation réalisée sur la commune fictive ici. Donc il y a une méthodologie qui est proposée dans le cadre de POLEC si vous voulez définir ou estimer le potentiel renouvelable sur votre territoire. Nous vous suggérons de l'utiliser ou de confier ce travail à un bureau d'études. Et donc j'encode les résultats ici en termes de puissance installable pour les différentes filières en termes d'électricité et de chaleur. Et on a différents graphiques qui sont automatiquement produits, qui me montrent le produit type de chaque filière et la couverture renouvelable potentielle, c'est-à-dire la partie de la consommation actuelle d'énergie sur le territoire qui pourrait être couverte par une production renouvelable si on valorisait 100% du potentiel tel que défini ici. Vous voyez qu'elle n'est que de 27% ici, mais c'est totalement fictif. Je pourrais par exemple dire qu'on peut rajouter plus d'éoliennes, super territoire avec plein d'éoliennes. Je rigole bien entendu. Je rajoute, je double en fait la puissance éolienne installable. Et vous voyez qu'on pourrait fournir 43% de l'énergie sur le territoire avec une réflexion à avoir sur quel vecteur est utilisé, l'électricité, de la chaleur, du transport. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire quand on élabore un plan d'action. C'est voir un peu vers quoi on peut aller. Il y a une chose importante aussi, c'est de définir la vision. Votre commune, même si elle s'engage pour un horizon 2030 dans le cadre de la Convention des maires, pourrait très bien décider de se donner une vision à plus long terme qui rentre dans la vision par exemple de la région à 2050. Et ce que je propose ici, c'est de considérer que la commune se donne comme vision un territoire 100% renouvelable à l'horizon 2050. Et donc, je vais mettre 100% d'énergie renouvelable ici en 2050, mais on voit qu'avec le potentiel tel que je l'ai défini précédemment, si je veux y arriver, je dois réaliser des économies d'énergie. On était à 43% de potentiel tout à l'heure, donc je vais mettre par exemple 57% ici normalement. Voilà, on rentre plus ou moins dans les clous. Assez simple, mais c'est intéressant de pouvoir avoir une réflexion sur le territoire, sur les différents efforts à réaliser. On entre vraiment maintenant dans le vif du sujet avec la partie objectif, auquel je peux accéder en cliquant ici. Alors pour ceux qui connaissent déjà un peu l'outil, c'est peut-être une des feuilles qui a été la plus modifiée. Avec une réorganisation des graphiques et l'ajout de nouveaux graphiques, mais surtout avec la préparation d'un tableau de bord ici qui va reprendre, je vais me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, un tableau de bord qui vous permet de suivre vraiment la manière dont vous définissez vos objectifs. Donc le travail que vous menez sur cette feuille, c'est de définir les objectifs sectoriels de réduction des émissions qui, une fois sommés, vont vous permettre d'atteindre un objectif de 40% de réduction des émissions tel que demandé par la Convention des maires, au minimum. Et donc ce tableau de bord reprend d'une part l'objectif de la Convention des maires, réduire de 40% les émissions à l'horizon 2030, c'est-à-dire près de 23 000 tonnes. Ce qui est atteint aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution qui a été constatée entre 2006 et 2016, on voit qu'on a déjà une réduction de 10%, conformément à ce qu'on a vu précédemment dans l'onglet bilan territorial.
Ensuite, on a une colonne qui vous montre l'objectif tel qu'il est défini dans cette feuille. Donc vous allez définir une série d'objectifs tels que nous allons le voir après. Quand ils se somment, ils doivent permettre d'atteindre au moins les 40% ici. Et puis ensuite, lorsque vous aurez défini ces objectifs, vous allez élaborer des actions qui doivent permettre d'atteindre ces objectifs. Et quand, au fur et à mesure de l'élaboration de ces actions, vous allez voir ce chiffre augmenter. Alors, comment définir des objectifs? Vous avez deux choix. Soit vous définissez un objectif sectoriel standard, prédéfini, tel que nous l'avons prévu, en sélectionnant par exemple pour le logement ici un menu déroulant, et l'objectif se chiffre en termes de pourcent d'économie d'énergie par rapport à 2016. Je vais par exemple choisir 30% ici pour le secteur du logement. Et vous voyez qu'automatiquement l'économie d'énergie et la réduction des émissions sont calculées. Vous pouvez très bien dire non, c'est trop général, moi je veux quelque chose de plus détaillé, de plus personnalisé. Je vais donc définir ici un objectif pour le logement également, que je décris, je ne vais pas le décrire ici, et pour lequel je calcule l'économie d'énergie et la réduction des émissions. Vous voyez que quand j'ai encodé ici un objectif, l'objectif total a augmenté bien entendu. Je vais par exemple en rajouter pour le secteur tertiaire, 30% également. Ainsi que pour le transport, je vais peut-être être un petit peu moins ambitieux pour le transport, bien que qui sait comment nous nous déplacerons dans 5 ans. Voilà. Et on voit que je suis à 33% de réduction des émissions. Je vais alors définir des objectifs également de développement des énergies renouvelables. Pour le moment, j'ai défini uniquement des objectifs de réduction des émissions, d'économie d'énergie, pardon. Maintenant, je vais définir un objectif de production d'énergie renouvelable. J'ai vu que j'avais beaucoup d'éoliennes potentielles sur mon territoire, mais je vais limiter mon parc à 3 éoliennes de 3 MW par exemple, et je vais dire que j'ai 9 MW de puissance ici, puisqu'on demande une puissance en mégawatts, qui sont installables. Voyons ce que ça a comme impact sur mon objectif. Ah ben j'ai déjà atteint j'ai déjà dépassé les 40%. Donc je n'ai soit je suis un peu moins ambitieux en termes d'éolien et je donne d'autres objectifs, soit je peux modifier les objectifs aussi d'économie d'énergie, ou je peux me permettre d'être peut-être plus ambitieux pour mon territoire, sachant notamment qu'il y a un débat actuellement sur la pertinence de se donner un objectif de réduction de 40% des émissions à l'horizon 2030. Je peux également définir des objectifs non énergétiques, ici. Je vais peut-être effacer ça. Ces objectifs non énergétiques, je peux les définir uniquement si j'ai défini ou j'ai encodé des données d'émissions liées à ces secteurs précédemment, comme nous l'avons vu au moment de parler de l'encodage des données de bilan. Je sélectionne alors le secteur, je décris mon objectif et je le chiffre en termes de réduction des émissions. Vous pourriez aussi utiliser ce volet de cette feuille pour intégrer des objectifs d'adaptation que vous ne pourrez pas chiffrer en termes de réduction des émissions, mais que vous pourrez qualifier ici. Ça vous permettra d'intégrer, si vous le désirez, parce que certaines personnes aiment avoir tout dans un même outil, d'intégrer dans cet outil la dimension d'adaptation en termes qualitatifs. Donc je vais par exemple écrire santé, prévention des fortes chaleurs. Un objectif parmi d'autres en termes d'adaptation. Alors pour revenir à cette page, au graphique maintenant, je voulais vous montrer les différents graphiques qui sont produits. Un graphique qui montre pour le territoire l'évolution des émissions de 2006 à 2016 est telle que planifiée grâce à l'objectif pour 2030. Sa traduction en termes de consommation d'énergie, donc pour réduire les émissions de 42%, à l'horizon 2030, on fait 27% d'économie d'énergie de 2016 à 2030 et on augmente la production d'énergie renouvelable. Ça se traduit également dans
dans ce graphique où on voit que l'effort que l'on réalise tel que les objectifs ont été fixés bien entendu, que l'on se donne pour objectif de réaliser est essentiellement basé sur de l'efficacité énergétique ou de l'efficacité énergétique ou de la réduction de consommation dans les secteurs du transport tertiaire et du logement, et pour une moindre part par de la production d'énergie renouvelable locale. Ici un graphique qui vous montre l'évolution des émissions au niveau patrimonial, donc ce qui doit permettre à la commune de se positionner en tant que leader exemplaire, et un graphique qui vous montre les réductions d'émissions par objectif pour montrer un petit peu quelle est l'importance de tel ou tel objectif, et parfois de se dire peut-être que sur cet objectif-là, qui est un peu moins important que celui-là, je dois mettre moins de moyens. C'est un critère parmi d'autres pour évaluer la nécessité de travailler sur tel ou tel objectif. Voilà pour la présentation de cette feuille objectif. Nous allons ensuite parler de comment préparer le suivi de l'atteinte de ces objectifs. Alors, au moment du suivi du plan d'action dans quelques années, il sera nécessaire de pouvoir voir quel a été réellement l'impact des actions que vous allez mener, et donc de pouvoir voir en quoi les différents objectifs sont atteints. Pour cela, nous avons créé des volets de suivi, de définition d'indicateurs de suivi pour chaque objectif. Et donc, si je clique ici, devant par exemple l'objectif logement, je clique sur suivi, on m'emmène automatiquement vers une nouvelle page qui s'appelle suivi, où je vais voir quel est mon indicateur, quel est mon objectif, et je vais pouvoir définir les indicateurs de suivi pour cet objectif. Alors, soit ce seront des indicateurs prédéfinis, tels que nous les proposons dans l'outil. Donc surtout pour le secteur du transport et le secteur du logement, nous avons une série d'indicateurs prédéfinis, également pour les secteurs de production d'énergie. Soit je vais utiliser un indicateur que je définis par moi-même. Ici, pour la facilité, je vais utiliser un indicateur proposé dans les indicateurs prédéfinis. Par exemple, pour pouvoir atteindre une réduction de 30% d'économie, de 30% d'énergie à l'horizon 2016, combien faudrait-il isoler de toiture, d'isoler de murs, de logements et remplacement de châssis de fenêtres. Et puis un autre indicateur qui pourrait être le nombre de maisons rénovées vers un standard basse énergie. Bien, sachant que, vous voyez ici, on sommes allés chercher une donnée du nombre de logements en 2016 dans la commune, dans la dite commune, suivant ce qui est fourni par la base de données Capru. Donc je vais dire ici par exemple, eh bien, que se passe-t-il si on isole 500 toitures? Avec 500 toitures isolées, on arriverait à 15% de l'objectif de réduction de la consommation d'énergie de 30%. Nous allons dire aussi pourquoi pas 400 maisons avec murs isolés, et aussi 300 maisons avec des châssis remplacés, plus on va aller vers 1000 maisons rénovées vers le standard basse énergie. Voilà, vous voyez que ici, en indiquant une valeur cible pour une série d'indicateurs de suivi, il y a automatiquement un calcul qui est réalisé sur les économies d'énergie et les réductions d'émissions correspondant à cette valeur-là, suivant les hypothèses utilisées par la région wallonne. Et on voit que dans cette colonne-ci, à combien de pourcents cela participe à l'atteinte de l'objectif. Et donc ici, en isolant 500 toitures, 400 maisons avec murs isolés, en remplaçant les châssis de fenêtres dans 300 maisons et en rénovant 1000 logements vers le standard basse énergie, on atteindrait 90% de l'objectif. Donc je peux jouer avec ça pour essayer de faire gonfler ce chiffre et arriver à 100%. Plus tard, au moment du suivi, je pourrais encoder la valeur réelle que j'obtiendrai par une méthode d'acquisition à définir. Ça pourrait être via une enquête, via des chiffres de la région wallonne,
via une action spécifique à définir. Mais c'est important de pouvoir le définir ici pour pouvoir ensuite savoir comment vous allez mesurer cela. Donc je peux faire ça pour tous mes objectifs. En cliquant ici, je retourne vers la feuille objectif. Je peux faire ça par exemple pour le transport. Vous voyez que je peux sélectionner des indicateurs, par exemple pour réussir à réduire de 20% la consommation d'énergie dans le secteur du transport. Je peux avoir recours à des télétravailleurs, du covoiturage, et je chiffre sur les 6000 voitures 6000 voitures en circulation sur ma commune. Je vais dire que je veux maintenant 1000 télétravailleurs. Alors bien entendu, ce sera au moment de mesurer ces indicateurs que vous verrez si la valeur cible était correcte ou si c'était un peu trop ambitieux ou si d'autres étaient pas assez ambitieuses. Des covoitureurs, je vais mettre un parking de covoiturage sur mon territoire, donc je veux 500 covoitureurs. Voilà. Et alors en les sommant, je dois arriver au 100%. C'est là que tout l'enjeu se précise et que vous pouvez réaliser à quel point votre objectif est ambitieux ou non. Voilà pour la définition d'indicateurs de suivi. Nous avons donc défini les objectifs et leurs indicateurs de suivi. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'élaboration des actions qui viseront à atteindre ces objectifs. Pour cela, il y a plusieurs onglets intéressants. Le premier, c'est l'onglet Actions suivi bâtiments communaux. Ici, c'est une approche un peu particulière. Pour les bâtiments communaux, en termes d'efficacité énergétique, nous vous proposons de lister les actions ici dans un tableau pour éviter de créer une fiche action, comme vous le verrez plus tard, par travaux, par exemple, mis en place sur les bâtiments communaux. Et donc, je vais ici, par exemple, parler de la rénovation du hall des sports. Je choisis le domaine d'intervention et le moyen utilisé. Je ne vais pas le faire ici, mais ce sont des menus déroulants qui vous permettent de sélectionner les catégories demandées par la Convention des maires pour être sûr que lorsque vous remplirez les matrices de la Convention des maires, vous serez assez complet. Vous décrivez les travaux, vous donnez le coût, par exemple 150 000 € d'investissement avec un subside de 30% dans le cadre du REBA, par exemple. Et donc le programme c'est UREBA, c'est un programme national ou régional suivant les catégories de la Convention des maires. L'économie d'énergie, je tape des chiffres comme ça au hasard. 45 000 kWh d'économisés par an et un gain financier de 10 000 €. Peut-être beaucoup. Voilà, une réduction des émissions de 9 tonnes. Et cette action est à réaliser, à faire, pour, on va dire qu'on veut faire cette action en 2022. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous listez ici une série d'actions, elles vont automatiquement être reportées, la somme de tous les impacts va être reportée dans l'onglet Objectifs. Je vais ici dans Objectifs. Vous voyez que j'ai un objectif d'efficacité énergétique dans le patrimoine communal qui a été fixé. On voit que cette action qui permettait de faire 45 000 kWh d'économie d'énergie, ces 45 000 kWh représentent 2% de la consommation totale des bâtiments et équipements communaux hors véhicules et éclairage public en 2016. Voilà, et donc si dans l'onglet ici, j'ajoute d'autres actions, par exemple une action qui me permettrait de faire 10 000 kWh et 2 tonnes de réduction d'émissions à faire, et je vais voir que mon objectif est plus important de 3% ici, ce qui se reporte dans le graphique ici.
Ça, c'était pour les actions visant l'efficacité énergétique du patrimoine communal. Maintenant, pour toute autre action, ou pour des actions du patrimoine communal que vous voudriez vraiment identifier dans une fiche action, vous pouvez créer des fiches actions. Donc, en cliquant ici sur la première fiche action qui est disponible dans l'outil de base. Alors, il faut savoir que vous pouvez créer ou supprimer des fiches actions autant que vous voulez. C'est limité à 40 actions, 40 fiches actions, ce qui est bien suffisant. Bon, on vous invite vraiment à limiter le nombre d'actions pour ne pas vous retrouver avec une usine à gaz, quitte à regrouper dans une fiche action des actions qui ont un même public cible ou un même objectif. Pour cela, pour créer de nouvelles fiches actions, vous cliquez ici sur créer une nouvelle fiche action et vous voyez que j'ai ma fiche action 2 qui vient d'être créée et qui est visible ici. Alors une nouvelle fonctionnalité par rapport à la version précédente de l'outil, c'est que vous pouvez supprimer cette fiche action et vous pouvez insérer des fiches actions. Si je me place sur la fiche A1 et que je crée une nouvelle action, vous allez voir que cette action va venir s'insérer entre l'action A1 et A2. L'action A2 va devenir l'action A3 et l'action A2 a été créée. Une nouvelle action A2 a été créée. Vous pouvez aussi décider de supprimer cette fiche action. Si je me replace bien sur cette fiche action A2, si je la supprime, elle est supprimée maintenant et la fiche A3 redevient la fiche A2. Voilà, vous avez créé une fiche action, vous voulez maintenant décrire ce qu'elle va contenir. Pour ça, vous pouvez choisir d'abord entre atténuation et adaptation. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'outil n'est pas prévu pour travailler sur l'adaptation, mais vous pouvez quand même intégrer des actions d'adaptation si vous voulez avoir dans un seul outil l'ensemble de votre plan d'action qui est visible. Donc si je clique sur adaptation ici, cette action va être considérée comme une action d'adaptation. Alors le principal impact de l'outil, c'est que en cliquant sur adaptation, cette action ne va pas apparaître dans les matrices de la convention des maires, puisque les matrices de la convention des maires qui sont pré-remplies par notre outil ici concernent uniquement l'atténuation. Mais ça n'empêche que vous avez votre action d'adaptation qui est reprise dans vos différents rapports, dans votre budget, etc. Alors moi je vais me remettre en atténuation ici. Et je vais créer une première action qui vise par exemple le secteur du logement. Pour cela, je sélectionne le secteur ici. Je vais sélectionner le secteur du logement et automatiquement l'outil va me proposer l'ensemble des objectifs que je me suis fixé pour ce secteur. Pour le moment, je n'en ai fixé qu'un, donc je ne peux sélectionner que celui-là. Mais s'il y avait plusieurs objectifs et que cette action visait plusieurs de ces objectifs, je pourrais sélectionner d'autres objectifs ici. Une action peut viser jusqu'à 3 objectifs. Pardon. Alors, je vais définir quelle est mon action. Je vais directement ici. Soit je peux encoder mon action, prime communale par exemple, et encoder les différentes cellules, qu'on va voir après. Soit je peux décider, c'est encore une nouvelle fonctionnalité, d'intégrer ou d'importer dans cette fiche action une bonne pratique telles qu'elles sont collectées par la région. Donc pour toutes les fiches bonnes pratiques qui ont été collectées par la région, vous retrouvez une bonne pratique à intégrer ici dans l'outil à travers ce menu déroulant. Et par exemple, pour le secteur du logement, je veux mettre en place une plateforme de rénovation qui s'inspire de plateformes qui ont été réalisées notamment à Gembloux, mais dans bien d'autres territoires actuellement. J'ai sélectionné dans le menu, j'importe ici en cliquant sur le bouton et vous allez voir que l'ensemble des données qu'on peut déjà pré-encoder dans l'outil à travers la bonne pratique est encodé. Donc on a une description de l'action, en commentaire le lien vers la fiche bonne pratique sur le site de la région, etc. Aussi vous voyez que le domaine d'intervention et les moyens utilisés et d'autres données ont été automatiquement encodés. Ce sont les menus déroulants qui correspondent aux valeurs proposées par la convention des maires dans ces matrices. Encore une fois,
remplir ces données vous permettra de remplir automatiquement les matrices de la convention des maires ultérieurement. Alors, un élément important, c'est de dire, ok, cette action, je vais la dimensionner pour qu'elle participe à un certain pourcentage de l'objectif qu'elle cible. Ici, cette action de rénovation, de mettre en place une plateforme de rénovation des bâtiments, doit viser l'objectif d'économie d'énergie de 30% en 2016, par rapport à 2016 dans le secteur du logement. Alors, à combien cette action va participer à l'objectif? Vous pouvez le définir soit dans le menu déroulant ici, de 1 à 100%, soit, parce que parfois c'est complexe d'imaginer à combien une action pourrait participer à cet objectif, vous pouvez le faire via un module de calcul que nous avons créé qui vous renvoie en bas de page. Voilà, ce module de calcul ici. Alors, ce module de calcul reprend pour chaque objectif que vous ciblez, pour le moment je n'en ai ciblé qu'un, les indicateurs de suivi que vous avez identifiés, que vous avez définis. Et vous propose de dire, ok, cette action, on estime qu'elle devrait participer à l'atteinte de autant de chaque indicateur. Par exemple, nous avons défini que nous voulions un indicateur qui est le nombre de toitures isolées et que l'objectif, la valeur cible, était de 500 toitures isolées d'ici 2030. Nous pensons que l'action ici, plateforme de rénovation énergétique, nous allons la mener sur une période de 10 ans, je l'encoderai plus tard, et qu'elle devrait permettre de rénover 10 toitures par an. Eh bien, je vais mettre 100 toitures après 10 ans. Et vous voyez que en remplissant ici, on va automatiquement calculer la participation de l'action à l'objectif. L'objectif qui est bien de réduire la consommation d'énergie de 30% par rapport à 2016. Si je mets qu'elle permettrait de participer à 100 toitures, 100 murs isolés également, remplacement de châssis dans 100 maisons, 100, et la rénovation vers standard basse énergie de 150 logements. On voit que cette action participerait à 18% de l'objectif. Je peux utiliser cette valeur de 18% en cliquant sur ce bouton et je vais automatiquement aller reporter cette valeur ici. Alors je définis, comme je le disais tout à l'heure, quand mon action va commencer. On va la commencer en 2021, cette action. Et on compte la mener jusqu'à 2030. Avec un budget de, par exemple, 20 000 euros par an sur 10 ans, 200 000 euros. C'est un non-investissement, c'est pas de l'investissement, c'est pas un investissement, c'est pas une dépense qui va générer un flux financier, un retour sur investissement pour la commune, puisque c'est une dépense pour son territoire, ou en tout cas un retour financier direct. Et vous pourrez au moment du suivi encoder ce qui est dépensé au moment du suivi. Vous pouvez encoder la valeur d'un subside si vous obtenez un subside pour mettre en place cette action et définir d'autres impacts sociétaux éventuels que la réduction des émissions, voire ajouter des commentaires. J'ai donc créé une première action. Je peux en créer d'autres sur le même secteur ou d'autres secteurs, par exemple. Là, je vais créer une autre action que je vais encoder de manière beaucoup plus simple, qui participera à 14% de l'objectif, et cette action, ce sera prime communale, par exemple, avec un budget de 250 000 euros. Voilà, c'est mené par la commune. C'est une action qui peut avoir un impact sur l'adaptation. Oui, pourquoi? Parce que quand on parle d'isolation, notamment de bâtiments, on peut penser à des problèmes de surchauffe et les primes communales pourraient tenir compte de la prise en compte des problèmes de surchauffe ou non. Il est important de noter l'état d'avancement de l'action. Cette action est à faire actuellement. Peut-être qu'au moment du suivi, elle sera en cours, on l'espère en tout cas. Si je retourne sur l'action A1, je dois définir qu'elle est également à faire. Voilà, j'ai défini mes actions maintenant.
En tout cas, j'en ai défini quelques-unes, je pourrais en définir plus tard pour arriver à atteindre l'objectif global de réduction des émissions. On va voir l'impact que ça a eu sur les différentes feuilles que j'avais déjà pré-remplies avant. Par exemple, sur l'onglet Objectifs, je vois que dans mon tableau de bord ici, la Convention des maires me demandait de réduire les émissions de 40% sur mon territoire. J'ai fixé un objectif global de réduction de 14%. J'ai déjà atteint, grâce à l'évolution depuis 2006 jusqu'à 2016, une réduction de 10%. Et grâce aux actions que je viens de planifier, qui visent certains objectifs, j'ai planifié actuellement une réduction de 14% des émissions grâce à ces actions. C'est là que les volets aussi plutôt d'analyse et de synthèse de tout ce que j'ai encodé vont m'être utiles. Si je retourne sur la page d'accueil, vous voyez, on a fait le diagnostic, la planification et la préparation du suivi du plan d'action. Maintenant, nous avons des synthèses qui nous permettent d'analyser ce que nous avons encodé et de le modifier le cas échéant. Je vais aller dans le premier onglet, la première feuille de ce volet de synthèse. C'est une feuille action qui va reprendre de manière très simple dans un tableau l'ensemble des actions et des valeurs encodées et qui permet de faire des tris par secteur, par objectif ciblé, par domaine d'intervention, etc. pour produire les rapports que vous voudriez produire. La deuxième feuille, c'est une feuille qui s'appelle Action comparée aux objectifs. Elle permet de reprendre la liste de l'ensemble des objectifs que l'on s'est fixés et de voir quelle action cible ces objectifs. Pour le moment, j'ai défini 2 actions plus une action sur le patrimoine communal. J'ai défini 2 actions qui me permettent de cibler l'objectif de réduction de la consommation du logement. C'est l'action A1 et A2. L'action A1 participe à 18% de l'objectif, participe potentiellement à 18% de l'objectif, tandis que l'action A2 participe potentiellement à 14% de l'objectif. Ce qui fait qu'en ayant défini ces 2 actions, je participerai potentiellement à 32% de l'objectif. L'objectif est bien entendu, quand on remplit cet outil, d'atteindre 100% pour tous les objectifs ciblés ici. Pour ce faire, soit je redimensionne mes actions, je les rends plus ambitieuses, soit je crée de nouvelles actions, je vais créer une nouvelle action qui visera cet objectif et qui participera elle aussi à l'objectif. Le but d'utilisation de l'outil est qu'à terme de son utilisation, l'ensemble des objectifs soient potentiellement atteints grâce aux actions. Nous avons ensuite un onglet qui s'appelle Planning, qui va reprendre encore une fois l'ensemble de mes actions et qui va montrer comment nous les avons planifiées. Par exemple, l'action A1, nous avons planifié qu'elle commençait en 2021 et qu'elle se terminait en 2030 et le code couleur nous indique que nous ne l'avons pas encore commencé, elle est à faire. Ce qui veut dire que si, quand je reprends l'outil, je suis en 2023 par exemple, comme nous l'avions indiqué tout à l'heure dans l'onglet données de bilan, nous avions indiqué que nous réalisions le suivi en 2023. Tiens, c'est bizarre, je suis en 2023 et cette action n'a pas encore été forcément commencée. Donc je retourne sur la feuille A1 et je me dis, ah ben c'est le moment de faire le suivi, je vais pouvoir adapter ici et dire que cette action est en cours, en espérant qu'elle soit bien en cours. Si elle est en cours, je retourne sur mon onglet Planning, où on voit bien que la couleur a changé ici, et donc cette action est bien en cours, je suis rassuré. Ici, rien ne s'indique pour l'action prime communale. Alors, que n'ai-je pas fait dans cette action? C'est indiquer en fait les échéances. De la même manière, je vais commencer l'action. On peut dire que par exemple, il y a déjà une prime communale qui existe. Et donc, je la lance en 2020 et je vais la faire continuer jusqu'en par exemple 2025. Si je retourne dans l'onglet Planning, je vois qu'elle a été ajoutée ici. Et on a aussi l'action de rénovation du hall des sports qui, sur le patrimoine communal qui devait être réalisée en 2022. Je peux retourner voir dans mon onglet ici, action suivi bâtiments communaux, en fait où elle en est. Peut-être qu'elle est réalisée.
finalisée. Et donc je retourne voir dans mon planning et je vois qu'elle est bien notée comme réalisée ou finalisée. Ça, c'est la première partie de cet onglet planning. La deuxième partie vous permet aussi de voir l'évolution prévue des dépenses et des gains financiers pour votre commune. Et l'évolution de la charge de travail également. Ça, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit avant. Oui. Dans l'action ici, vous pouvez définir une charge de travail totale en journée pour l'ensemble des actions, pour chaque action, pardon. Et donc par exemple ici, on a considéré que pour mettre en place cette plateforme de rénovation, c'était surtout une question de gestion de marché public avec un prestataire externe, et donc ça nécessitait 10 jours de travail par an pour gérer ce marché. Pendant 10 ans, donc on a indiqué 100 jours de travail. Et c'est cette valeur qu'on voit réapparaître ici, c'est 100 jours de travail, 10 jours de travail par an pendant 10 ans. C'est intéressant de voir au moment de planifier vos actions si la répartition du travail est assez homogène et si vous avez les ressources humaines suffisantes pour mettre en place votre plan d'action. Même réflexion au niveau des dépenses. Ici, on reprend les dépenses prévues, que ce soit de l'investissement ou du non-investissement, et en rouge, les économies d'énergie que certaines de ces actions vont générer. Dernier onglet de ce volet de synthèse, c'est l'onglet budget, qui reprend l'ensemble du budget réparti entre secteurs d'intervention et type de dépenses, investissement ou non-investissement, avec une identification des subsides. Et un calcul automatique des temps de retour, même si ça n'a pas toujours beaucoup de valeur, des temps de retour d'investissement ou des temps de retour par rapport aux dépenses. Uniquement les dépenses d'investissement et toutes les dépenses. Et un graphique qui vous montre la répartition entre les différents secteurs d'intervention. Voilà pour la partie synthèse. Nous allons maintenant passer à la partie rapport. Donc si je retourne à la page d'accueil, vous aviez le diagnostic, la planification et le suivi, les feuilles de synthèse, et puis maintenant le rapportage, qui est en soi un volet de synthèse également, mais des synthèses qui sont automatiquement formulées sous le format demandé par la Convention des maires dans cette matrice. Donc, pour une première chose, et aussi un autre rapport qui vous permettra plutôt de faire un retour vers le collège et le conseil communal. Je vais aller d'abord vers les matrices de la Convention des maires. Donc l'outil vous permet de remplir 4 types de matrices de la Convention des maires. C'est le volet stratégie, le volet inventaire de référence des émissions, l'inventaire de contrôle, donc ce sont des données qui sont basées sur les bilans énergétiques que vous avez encodés, et les actions d'atténuation. Encore une fois, cet outil ne prend pas en charge la dimension adaptation, même si vous avez pu encoder des actions d'adaptation et que vous pouvez les analyser dans les feuilles précédentes. Donc je vais cliquer et parcourir très rapidement les différentes feuilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à conventiondesmaires@spw.wallonie.be. En termes de stratégie, ben voilà, à chaque fois sont entourées en orange les cellules qui sont pré-remplies sur base des données que vous avez encodées. Ensuite, il y a la feuille inventaire de référence des émissions qui va simplement traduire sous le format demandé par la Convention des maires l'ensemble des données de consommation et de production d'énergie sur le territoire et le calcul des émissions qui en résultent conformément à ce qui est repris dans les onglets bilan énergétique ou plutôt bilan patrimonial et bilan territorial. Idem pour le bilan de contrôle, MEI en anglais pour la Convention des maires, qui vous permet de voir quelle a été l'évolution depuis 2006. Ici, c'est l'année 2016 qui est reprise avec la même présentation et les mêmes données à encoder. L'onglet Mitigation Actions, ce sont les actions d'atténuation telles que vous les avez encodées, qui sont reprises encore une fois suivant les tableaux de la Convention des maires. Pour le moment, nous n'avons que 3 actions. Une action pour le patrimoine communal et 2 actions dans le secteur du logement. Voilà, ça c'était pour les actions liées, pour les
les rapportages automatiques liés à la Convention des maires, au moment de réaliser le suivi, vous avez également un rapport de suivi automatique qui est réalisé et qui vous montre l'état d'avancement des objectifs. Ici, on a fixé un objectif de 42%. On a planifié à travers des actions seulement une réduction de 14%. Mais ce qui est atteint, vu qu'aucune action n'a réellement encore été implémentée et qu'on n'a pas encore pu effectuer de suivi, on est à 10% seulement de réduction des émissions, ce qui correspond à l'évolution depuis 2006 jusqu'à 2016. Vous avez l'état d'avancement des différents objectifs, donc c'est ceci qui est réparti entre les différents objectifs, et puis le suivi des actions sur leur état d'avancement, le budget prévu et l'échéance. Et un suivi des dépenses. Pour le moment, encore pas grand-chose de prévu, de réalisé. Pour cela, maintenant, si je veux pouvoir compléter cela, imaginons que je suis en 2023, je réalise réellement le suivi de mon plan d'action, eh bien je vais retourner dans l'onglet objectifs ici et je vais réaliser le suivi de chaque objectif suivant les indicateurs que j'ai définis. Par exemple, je vais suivre ici le suivi de mon indicateur, de mes indicateurs pour l'objectif d'économie d'énergie dans le logement. Et je vais dire que grâce à une enquête que je réalise auprès des citoyens ou grâce aux informations que je récolte à travers la plateforme énergie, que je croise avec les données de primes régionales, etc., je peux estimer que après 2 ans, en fait, il y a 20 toitures qui ont été rénovées, 14 murs, 14 maisons avec les murs rénovés également, et 30 remplacements de châssis, et un super projet qui a permis de réaliser la rénovation de 50 logements vers le standard basse énergie. En ayant rempli ceci, je vais voir directement que grâce à ce suivi, je peux voir l'état d'avancement de mon objectif ici. Vous voyez que grâce à ce suivi, je peux mesurer que 4% de mon objectif est atteint et que la valeur ici en atteint a augmenté. L'objectif global est un peu plus atteint que précédemment. Je pourrais être, imaginons que je fasse le suivi quelques années plus tard et que je constate qu'on est proche de l'objectif. On a 400 toitures isolées ici, 300 ici, 200 et 800 logements rénovés. Quel est l'impact? Je vois que je suis à 71% de mon objectif du logement et que j'ai atteint 19% de réduction des émissions. L'impact sera aussi visible dans le rapport de suivi où je vais pouvoir voir que effectivement, quand le calcul, voilà, je suis à 19% ici et mon objectif est atteint à 71% ici. De la même manière, lorsque je vais pointer ici, quand je vais mettre à jour mes fiches actions, les données dans les fiches actions et dans le budget dépensé va être mis à jour. Voilà, j'ai fait le tour de l'ensemble ou des fonctionnalités les plus importantes de l'outil. Je voudrais peut-être remettre en avant le fait que nous avons, comme je vous l'ai dit ici, utilisé une version un peu plus légère de l'outil que la version qui est disponible actuellement, que cette nouvelle version plus légère sera mise à votre disposition. Je voudrais simplement vous montrer les fonctionnalités qu'elle ne permet pas de prendre en charge, cette version light. Je vais retourner dans l'onglet de suivi. Vous voyez que ici, pour chaque indicateur, normalement, l'outil peut intégrer une identification des actions qui ont déjà été identifiées comme participant à cet objectif, c'est-à-dire des actions pour lesquelles nous avons défini dans le module de calcul ici qu'elles pourraient participer à ces indicateurs. Et
quel est leur niveau de participation. Donc voilà, c'est une information qui n'est pas prise en charge par cette version plus légère. Si vous l'estimez nécessaire, c'est vraiment utile et que vous estimez en avoir besoin, je vous invite à utiliser plutôt l'outil en version de base, en vous disant que il y aura parfois un peu plus de latence pour le calcul de certaines opérations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'excuse encore pour les problèmes techniques du premier webinaire. J'espère que celui-ci s'est passé dans de meilleures conditions. Et je vous invite à nous envoyer vos questions dès maintenant via la chatbox de YouTube ou à l'adresse polek@aper.org. Nous allons tenter pendant la prochaine demi-heure, je propose, d'échanger là-dessus. Les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous les reprendrons dans une foire aux questions que nous publierons dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.